cuisine au XIXe siècle. Pour nous en parler, Peter Scholars, je ne suis pas sûre de très bien prononcer, excusez-moi, qui est professeur d'histoire contemporaine à la VUB. Il est directeur du Centre de recherche d'études socioculturelles de l'alimentation et ses recherches portent bien sûr sur l'histoire de l'alimentation, mais aussi l'histoire du travail et des relations sociales. Alors, l'an passé, il a publié une histoire des inégalités, en néerlandais évidemment, et alors, il a plusieurs sujets de recherche qui nous touchent tout particulièrement ici. L'histoire du réfrigérateur en Belgique après 1945, la présence culinaire des Italiens à Bruxelles avant 1914 et l'histoire de la sécurité alimentaire en Belgique entre 1970 et 1990. Mais aujourd'hui, il va vraiment nous parler de la gastronomie et de l'alimentation au XIXe siècle, et si j'ai bien compris, à partir des restaurants. C'est bien ça. Merci beaucoup de m'avoir invité ici. J'ai réfléchi longuement sur le thème de mon sujet, parce que la gastronomie au XIXe siècle, c'est énormément vaste. Il y a beaucoup trop de choses, trop de thèmes intéressantes à raconter. Alors j'ai réfléchi longuement et finalement j'ai choisi de parler d'un seul thème, c'est-à-dire de rechercher les premiers restaurants à Bruxelles. J'espère que ce thème-là vous plaira, mais en fait j'en suis persuadé, parce que selon moi c'est un thème qui est fondamental pour la culture européenne. Comme vous le verrez, le restaurant est une invention parisienne, française, belge, bruxelloise, donc européenne. C'est un nouveau phénomène culturel qui apparaît vers la fin du XVIIIe siècle et qui se développe au cours du XIXe siècle. Donc je pense qu'il y a des aspects qui sont absolument intéressants, révélateurs. Bon, si j'emploie des mots qui n'existent pas en français, excusez-moi, mais vous me comprenez bien. Si jamais j'utilise des mots que vous ne comprenez pas, dites-le moi, comme ça j'expliquerai. Donc voilà, je suis à la recherche des premiers restaurants à Bruxelles. Je pense d'abord que c'est une importante question. C'est une importante question du point de vue de l'histoire culturelle. Je vais expliquer dans 2 minutes. Mon second point, ce sera vous amener à Paris, parce que c'est un phénomène qui a débuté à Paris et nulle part autre part. Ensuite, je vais vérifier s'il y a des restaurants du type parisien qui se sont développés à Bruxelles. Alors d'abord, il faut que j'étudie les propriétaires des restaurants, les cuisiniers et tous les personnels, les garçons. En second lieu, il me faut des infos sur les consommateurs, les mangeurs. Et en troisième lieu, il me faut des informations sur les critiques des restaurants. Selon moi, les trois vont ensemble. Si un des trois manque, il n'y a pas une histoire à faire des restaurants. Je vais expliquer ça longuement dans 10 minutes. Et finalement, je vais terminer en vous proposant quelques conclusions. Donc voilà, c'est le programme de cet après-midi, de cette soirée. Alors, mon premier point, c'est l'étude d'un phénomène nouveau, le restaurant, comme on le conçoit aujourd'hui, hein, le restaurant moderne, qui a une histoire. Et je pense que c'est un thème important. D'abord, il s'agit d'un phénomène tout à fait nouveau. Le restaurant dit parisien n'existait pas avant, disons, 1780, 1770, il y a des débats. Donc c'est un phénomène culturel nouveau qui est tout à fait élitaire au début et qui devient par après
au cours du 19e, à la fin du 19e, au cours du 20e siècle, qui devient quelque chose de la société entière. Si je vous demande s'il y a dans la salle une personne qui n'a jamais mis le pied dans un restaurant, je pense qu'il y aura personne qui... C'est le cas, donc tout le monde connaît le phénomène du restaurant. Bon, donc il y a un savoir historique qui est important. C'est pas un phénomène marginal, au début peut-être bien, mais c'est un phénomène de société au cours du 19e et certainement au cours du 20e siècle. En plus, il y a aussi un savoir théorique. Alors là, j'ai été formé comme historien social-économique. La théorie économique m'intéresse. Il y a des gens, des économistes, des théoriciens qui se sont penchés sur la question, ce qu'on appelle en anglais le prime mover, le moteur d'un développement. Et l'exemple classique est le Silicon Valley, ça vous dit, aux États-Unis, en Californie, où tous les ordinateurs, des choses qu'on utilise tous aujourd'hui, ont été développés. Ça a débuté avec une petite firme, et maintenant là, c'est l'endroit où tous les firmes, enfin pas tous, mais quand même, le plus grand nombre des firmes qui font des softwares, des hardware se sont rassemblés. C'est le deuxième point, c'est après le premier venant, c'est ce qu'on appelle en anglais le cluster. Il y a des concurrenciers, des firmes concurrentielles qui arrivent sur le même endroit pour un tas de raisons, des raisons de savoir-faire, pour des raisons de communication, etc., qui s'installent au même endroit. Bon, ici dans la région du centre, c'est clair, il y avait le charbon, donc il y avait une raison certaine pour installer des entreprises ici. À Gand, c'est le textile, il n'y avait pas de raison spéciale pour installer des fabriques de coton et de lin dans la ville de Gand. Le produit premier arrivait d'autre part, il n'était pas à Gand. Pourquoi l'industrie textile s'est installée à Gand? Ce sont des questions, selon moi, qui sont importantes à poser. Donc ici, j'utilise toutes ces théories économiques en me posant la question: quel était le premier restaurant à Bruxelles? Question facile, mais tellement difficile à répondre. Et quel était le rôle du premier restaurant pour ensuite avoir des clusters de restaurants dans certains quartiers, dans certaines rues à Bruxelles. Donc voilà les points de départ plutôt théoriques où, au fait, pour prouver, pas seulement à vous, mais aussi à moi, que le thème que j'entame est un thème important. Donc parler de la nourriture en général, c'est extrêmement important. J'ouvre une parenthèse. Ça n'a rien à voir avec les restaurants, mais avec l'alimentation. Quand j'ai débuté, mais on avait parlé il y a 2 minutes, moi-même au Staquet, pourquoi je m'intéresse à l'histoire de l'alimentation? Ça date d'il y a 20 ans. J'étais historien des prix, des salaires, donc un historien assez classique, dans la tradition des annales, la revue française. J'ai fait ce travail-là, et j'ai recherché le prix du pain entre 1920 et 1940. Le prix, le kilo. C'est ça qui m'intéressait. Mais je me suis rendu compte, après que j'avais rentré dans ma thèse de doctorat, que le pain de 1920 n'est pas le même que celui de 1940, ni du pain d'aujourd'hui. Bon, ça ne m'intéressait pas il y a 30 ans. Aujourd'hui, c'est fondamental. C'est l'évolution des qualités, des goûts, etc. Bon. Alors, j'ai commencé à étudier l'histoire de l'alimentation et j'avais je ne sais pas comment on dit exactement en français, pas un prénom, mais quand on appelle quelqu'un qui n'est pas trop gentil. Un surnom? Ah ben, ik vind het woord ik ook. Bijna. Un surnom qui n'était pas sobriquet, qui n'est pas trop gentil. J'étais l'historien des patates.
Et c'était pas trop gentil, c'était dire, bon, c'est pas sérieux ce que tu fais, c'est pas la grande politique, c'est pas, etc., etc. Bon, je termine la parenthèse, parce que je suis persuadé que l'histoire de l'alimentation est absolument fondamentale pour comprendre la civilisation, l'histoire économique, sociale, etc., etc. C'est mon point de vue, il y a des arguments, mais bon. Je retourne à mon exposé. Voilà. Pour comprendre bien le phénomène du premier restaurant venu à Bruxelles, il faut bien comprendre ce que c'est un restaurant. Et pour ça, je vous emmène à Paris, les années moitié du XVIIIe siècle, seconde moitié du Xe siècle. Là, ce sont des choses que vous connaissez sans doute. C'est le système de corporation en France, comme en Belgique, comme en Allemagne, pas en Angleterre, comme en Espagne. Il y avait des corporations qui organisaient le marché, la production, etc. Il y avait des corporations à Paris qui étaient très détaillées, des pâtissiers, des bouchers, des traiteurs, etc., etc. Tous les métiers avaient des corporations et tout était réglementé strictement. Ça, c'est le système d'apprentissage. Après 4, 5, 10 années, voire 20 années, il fallait soumettre une maîtrise à ses pairs, et on était accepté ou pas, et puis bon, on était maître comme les autres, et c'était absolument très très bien réglé. Et c'était au fait très important, si on était maître, reconnu par ses pairs, on était un artisan, on pouvait gagner sa vie, on était expert, etc. La Révolution française, qui viendra qui va apparaître dans quelques minutes, a aboli le système. Il y avait des interdictions pour les pâtissiers de faire du pain. Il y avait introduction pour des boulangers de faire des pâtisseries, etc. Donc tout était absolument très bien réglé, surtout à Paris au XVIIIe siècle. Seulement, il y avait quelque chose dans l'air à Paris au cours du XVIIIe siècle. Et les historiens français et partout ont essayé de très bien sentir ce qui était dans l'air. Ce qui était dans l'air, c'était évidemment la révolution de 1789, mais même avant, 20 ans avant, il y avait déjà des choses dans l'air. Par exemple, il y avait un certain monsieur Boulanger qui était un traiteur, mais qui était autorisé uniquement à préparer de la soupe qui était vendue publiquement, donc dans la rue. Et les gens allaient acheter pour quelques sous un potage. Et ce que M. Boulanger a fait, il a voulu faire un potage qui restaure le corps. Donc il est un restaurateur. Le mot restaurant n'existait pas. Il était restaurateur. Et il ajoutait dans son potage beaucoup de la viande. D'une telle manière qu'il était accusé par la corporation des traiteurs qui étaient autorisés à préparer de la viande. Il était donc accusé, il était jugé devant la cour de Paris et il était acquitté. Et là, c'était révolutionnaire avant la révolution de 1789. Donc lui, ce qu'il a fait, il a révolutionné tout le système des corporations et ça a été accepté. Ensuite, ce qui s'est passé, que il était le premier restaurateur, mais il n'était pas le premier restaurant. Il ne tenait pas le premier restaurant. Donc il y a nuance. C'est-à-dire qu'il vendait des soupes avec beaucoup de la viande, que les gens venaient chercher chez lui pour emmener chez eux ou pour manger dans la rue. Donc il n'offrait pas, comme un restaurant d'offre aujourd'hui, des tables, des chaises où les gens pouvaient s'installer. Ce n'était pas le cas. Donc il a
il est emmené devant la cour, il a eu raison, il est acquis, et l'effet du brisement de la corporation des faiseurs de potage, il s'ensuit qu'il y a beaucoup plus de restaurateurs faisant comme boulanger, de préparer des potages avec de la viande, parce que le système de corporation était brisé. Maintenant, après 200 ans et plus, ça n'a pas l'air tellement choqué des gens, mais c'était un truc tout à fait révolutionnaire au XVIIIe siècle. Alors, ce qui se passe par après, les années 1780-89, politiquement, il y a beaucoup de choses qui se passent à Paris ou en France. Hein. La révolution de juillet 1789 ne tombe pas du ciel. Il y a des préparations, pour ainsi dire, il y avait des montées de prix, etc. Donc il y avait une certaine atmosphère dans l'air. Mais ce qui se passe, en ce qui nous concerne, ce qui m'intéresse, et vous, en conséquence, vous êtes très aussi, c'est qu'il y a beaucoup de restaurateurs qui ouvrent des portes, qui ouvrent des maisons où on restaure. Je n'utilise pas le mot restaurant encore, parce que ce n'est pas encore le cas à la fin du XVIIIe siècle. Il y a la Grande Taverne de Londres, tenue par un certain Beauvilliers, qui est devenu un nom comme Bocuse. Vous connaissez pas Bocuse, ou Fernandria, le catalan, etc. Donc, un nom emblémique. Beauvilliers ouvre la Grande Taverne de Londres, une maison de luxe, mais vraiment de luxe, d'élite. Et c'était le premier restaurant à Paris. Là, j'ai utilisé le mot restaurant, je ne pouvais pas encore, mais enfin, c'était la première maison où un restaurateur offrait à manger à des gens, avec des codes, des règles qui sont tout à fait différentes, je vais en parler dans 5 minutes, qui sont tout à fait différentes des règles anciennes d'une auberge, par exemple. Où une auberge, là, on sert aussi à manger à des gens, à des voyageurs, souvent. Mais là, c'est tout à fait différent vis-à-vis d'un restaurant. Je vais expliquer les différences dans 2-3 minutes. Il y a des maisons qui s'ouvrent avec des noms des propriétaires ou des noms de restaurants, de restaurateurs, qui font vraiment histoire. Bœuf à la note, mais autres, il y en a d'autres que j'ai montré dans 1 minute. Alors, arrive la Révolution, 1789. J'insiste là-dessus parce qu'il y a des historiens qui ont longuement avancé la théorie que le restaurant naît avec la Révolution française en 1989. Ce n'est pas le cas. Il y avait des restaurants, dans le sens moderne du mot, qui existaient avant. Mais la Révolution française a hautement diffusé ou a promu l'expansion des restaurants, simplement parce qu'il y a l'aristocratie qui est en fuite, vers l'Angleterre surtout. Il y a une nouvelle classe, pour ainsi dire, la classe bourgeoise qui arrive, qui devient très très riche très très vite. Les guerres, ça rapporte. Les guerres, c'est un désastre en général, mais ça rapporte toujours à quelqu'un. Vous connaissez le nom de William Barnes, ça vous dit? Voilà, il y a un historien gantois qui disait c'est le collaborateur numéro 1 du régime français. C'était un producteur de bottes, Larsen, qui par après est devenu le premier importateur des filatures mécaniques, etc. Donc c'est lui qui a le point mover du textile à gants. Il s'est enrichi énormément parce qu'il a vendu des étoffes et des bottes à l'armée française. Donc il y a toujours des gens qui... Donc là, c'est le cas aussi. Donc il y a une nouvelle classe sociale qui prend la place de l'aristocratie avec l'ambition de devenir richissime comme l'aristocratie, d'investir dans le commerce et surtout dans les terres. En même temps, l'aristocratie fuit la France, les châteaux françaises, un monde privé. Que font ces gens-là?
ils sortent des châteaux et ils vont offrir leur emploi à ces nouveaux restaurants, ou bien ils ouvrent eux-mêmes un restaurant, ou bien ils commencent à travailler dans une maison, chez un restaurateur, tout comme les garçons qui s'appellent encore des servants, des serviteurs, avec des livrets, c'est pas le livrets, voilà, donc qui connaissent le métier de servir à table, qui connaissent les règles. Donc c'est un monde qui sort de l'aristocratie, un monde privé, qui entre dans un monde bourgeois public. Le restaurant est un lieu ouvert. En principe, tout le monde peut aller manger dans un trois étages. Peut-être que pour les messieurs, il faudra la cravate, mais en principe, on peut y entrer. C'était pareil à cette époque-là. Donc il y a toute une génération, je parle de centaines de gens, de professionnels, des cuisiniers, des cuisinières, des garçons, des servants, des serveuses, etc., qui sortent du monde de l'aristocratie, qui entrent dans ce monde de la bourgeoisie qui est un lieu public. Ce que s'y s'ensuit, c'est l'ouverture de dizaines de restaurants à Paris. J'expliquerai pourquoi Paris, mais d'abord je vous montre cette carte. Je ne sais pas bien si ça vous... Bon, ça c'est le Louvre, le palais royal, que peut-être que vous connaissez, que vous avez visité. Le roi, il était appauvri, c'est-à-dire qu'il avait besoin d'argent, et il sous-louait des parties de son palais à des commerçants. Et là, c'était le lieu, ça c'est un cluster que j'ai souligné tout à l'heure. Donc le premier c'était le bœuf à la mode, ici. Ça c'est le Prime Mover. Et lui, il a attiré, pour quelle raison, je ne sais pas, des autres restaurants et des cafés. Le mot café avait un autre sens au XVIIIe, début XIXe siècle. C'était un endroit vraiment chic, élitaire. Et là, si on voit les noms des cafés et restaurants, les trois frères Provençaux, nom emblémique, Café des Aveugles, c'est assez spécial, le Petit Véfour, le Grand Véfour, la Grotte Flamande, nom intéressant, Café des Foies, Café des Mille Colonnes, Foie, Mille Colonnes, Bœuf à la mode, sont des noms qu'on a eu à Bruxelles par après aussi, etc. Donc là, c'est vraiment un lieu devenu mythique. Ça sort d'un livre de Goemilo, peut-être que vous connaissez le Goemilo. Et là, ce sont des images qu'on peut retrouver sur Internet, vivement Internet. Ça, c'est le bœuf à la mode. On peut lire, analyser cette image. Évidemment, c'est un dessin, donc c'est de la fantaisie d'un côté. Mais, en même temps, on peut voir qu'il y a des dames qui ne sont pas des prostituées. Parce que ça, il faut... Là, il y avait un escalier, il y avait des chambres séparées pour manger et pour faire autre chose. Ça, c'était donc une maison publique et en même temps privée. Mais là, il y avait des dames. C'était un des lieux, le restaurant moderne à Paris, un des lieux, des seuls lieux où des hommes et des femmes, mariés ou pas, pouvaient se trouver ensemble. À cette époque-là, c'était pas... Bon, il y avait les promenades dans les parcs, il y avait le théâtre, mais c'était tout. Bon, et là, on voit le monsieur, le cuisinier qui sort, un curé, un abbé, c'est pas sûr, hein. Donc on peut lire, il y a beaucoup d'images qui ont été dessinées ou qui ont été peintes et qui donnent beaucoup d'informations sur la façon, sur les codes de ce phénomène nouveau culturel, parce que les gens ne savaient pas comment se tenir dans un restaurant. Faut-il payer avant d'être servi? On ne savait pas. Dans une auberge, c'est le cas. Si vous allez à Londres prendre un verre au pub, il faut d'abord payer et puis on a le verre. Là, ce n'était pas le cas. Pourquoi ce n'était pas le cas? Parce que c'est des éléments de l'aristocratie qui ne payaient jamais. Oui,
veux dire qu'ils payaient, mais pas sur le coup. L'aristocratie payait après, ou bien par un serviteur, ou bien on inscrivait dans un livre de compte les dettes de ce qui a été mangé. Alors là, ce sont des traces encore de l'aristocratie qui se retrouve dans le restaurant moderne à Paris. Alors, avant la Révolution, il y a des débats là-dessus, hein. Il y a à peu près 30 restaurateurs à Paris, et là vous voyez les chiffres, l'évolution énorme. Je doute un peu quand même, parce que vous allez de 30 sur 30 ans à 3000 restaurants. En 1816, le mot restaurant apparaît dans les sources, en France. Pas encore en Belgique. En Belgique, on utilise toujours restaurateur. Mais là, on commence à utiliser le mot restaurant. Et là, on voit donc le développement énorme et très vite d'un phénomène social-culturel tout à fait nouveau, le restaurant dit moderne en France. Pour souligner vraiment l'importance du nouveau phénomène, il faut que vous sachiez encore 2 ou 3 trucs qui sont importants. Premièrement, on mange différemment. C'est-à-dire quand, dans un restaurant moderne, on a le choix. On a une carte de menu qui est écrite. Dans une auberge, avant, il n'y avait pas le choix. On entrait, il y avait un monsieur, une dame qui arrivait et disait « on a du poulet, on a du poisson ». Et si vous arrivez trop tard, on n'a plus rien. Si on a du fromage, un peu de pain et un peu de poulet. Le restaurant, ce qui est fondamental, c'est le choix. Et c'est un choix ou bien énorme ou restreint, on a le choix. Ça, c'est la première différence. Seconde différence, c'est l'abolition de la table d'hôte. La table d'hôte, une table centrale où on s'asseyait avec des gens qu'on ne connaissait pas. Le restaurant moderne a des petites tables privées. Comme vous avez vu, et comme aujourd'hui encore c'est le cas, donc de 4, de 8 ou de c'est petit, c'est privé. Et en même temps, c'est dans un lieu public. J'ai nommé le fait de payer après le repas et pas avant. Ce sont des éléments nouveaux. Et puis le décor, le luxe, le restaurant dont je parle ici était un endroit luxueux. Donc, il y a d'abord Paris, premier quart, dernière dizaine, premier quart du XIXe siècle, dernière dizaine du XVIIIe siècle. Il y a d'abord des producteurs, des manufacteurs, des gens qui produisent des repas, des menus entiers, des artisans, des cuisiniers, des serveurs, et tout le personnel qu'un restaurant doit avoir. On n'utilise pas encore des mots comme sommelier, par exemple. Ça, le sommelier, le mot arrive en France 20 ans plus tard, et en Bruxelles 30 ou 50 ans plus tard. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il y avait des gens, qui étaient des experts, des connaisseurs de vin. Donc il y a d'abord, évidemment, le producteur. En second lieu, et ça c'est la raison pourquoi Paris, en second lieu, il y a les mangeurs, les consommateurs. Pourquoi Paris? Paris, une grande ville, avec Vienne, Londres, et probablement et Naples, et Saint-Pétersbourg, c'était la grande ville de l'Europe. Très de choses passaient, et avec l'arrivée de Napoléon, d'abord, enfin, surtout quand il était empereur, c'était le centre d'un empire où des gens, et de la Belgique, de la Hollande, des pays qui n'existaient pas, de l'Allemagne, de l'Espagne, de l'Italie, se rencontraient, et des représentants de toute la France entière vivaient à Paris, dans des hôtels, mais pas dans un hôtel moderne qu'on comprend aujourd'hui, qui devaient manger, et qui allaient manger. Il n'y avait pas des cuisines dans ces chambres d'hôtel, évidemment. Ce qu'ils faisaient, c'est d'aller manger en dehors, donc dans des restaurants huppés, en espérant de voir des gens qui ont de l'importance, netwerken.
des gens, bon, des réseaux, c'est ça, oui. Quand Verhofstadt, vous connaissez Verhofstadt, hein, était premier, on pouvait lire dans les journaux belges où il allait manger. Pourquoi? C'était un restaurant italien à Bruxelles. Pourquoi? Quand on lit en Flandre, c'est la Knack, tendance, hein, je pense, le vif, tendance. Quand on lit ça, il y a des commentaires sur des restaurants, on peut lire que parfois il y a monsieur un tel ou madame un tel qui vont manger là. Ça se faisait déjà, c'est le dernier point, à la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle. Et donc les restaurants étaient utilisés, si on veut, idéologiquement, pour construire des réseaux, pour connaître des gens dans un monde culturel, un monde politique, un monde de finances, pour faire des contacts et pour faire des affaires. Comme vous me comprenez. Hein. Donc là, il y a tout ce monde qui a de l'argent, qui vient sur Paris et qui doit manger et qui vont manger dans des lieux nouveaux. Troisièmement, ils savent manger parce que, je nomme ici les intermédiaires, des gens, surtout des écrivains, des critiques de restaurants, qui existaient déjà dès l'arrivée du premier restaurant, tout comme aujourd'hui. Donc des gens qui écrivaient en disant voilà, un nouveau restaurant Place Royale s'est ouvert, on y mange bien, c'est un peu cher, mais par contre les vitres d'Ostende ou la viande d'œuf, les poulets d'œuf, etc. sont excellents. Le chef qui travaille vient du château Intel. Des choses comme ça qu'on peut lire toujours aujourd'hui. Et là, c'est important, parce que ça comme aujourd'hui, ça façonne, ça fait des réputations de restaurants, mais ça peut démolir en même temps des restaurants ou des réputations de restaurants. Bon, ça c'est l'histoire, en fait c'est l'introduction. Mais il fallait le dire parce que là, je me suis posé la question, c'est une histoire que je connais, qu'on peut lire dans des bouquins, ont été faits il y a des trentaines d'années. Alors je me suis posé la question, et à Bruxelles, qu'est-ce qui se passe à Bruxelles, qui est tout de même pas trop loin de Paris, mais que ça prenait 3 jours pour faire le voyage jusqu'en 1847, où le train passait de Paris à Bruxelles par Mons. Alors, voilà, le travail de l'historien. Je suis bruxellois, je connais très bien les archives de la ville de Bruxelles, et il y a des listes, des patentables. Des patentes, c'est une taxe qui a été abolie en 1914, au fait en 1919. C'est une taxe, c'est tout le monde qui avait une sorte d'entreprise, même si c'est de pousser un chariot avec des marrons, etc., il fallait payer une petite somme. C'est pareil pour les gens qui étaient restaurateurs. Et j'ai trouvé, dans la liste des patentables aux archives de la ville de Bruxelles, 2 restaurateurs à Bruxelles en 1816, au moment qu'à Paris, il y en avait 3000. Bon, là, je suis 100% sûr que c'est des restaurateurs dans un sens comme la loi sur la patente a établi. C'est très sûr que ce sont là des gens qui tiennent restaurant. Alors, en 1820, il y en avait 3. En 1990, il y en avait 123. C'est pas beaucoup. Alors, je me suis posé la question, est-ce que cette source des patentables est la bonne source pour répondre à la question que j'avais. Je suis sûr que là, il s'agit vraiment de restaurants comme on l'entend, comme je l'ai défini il y a tout à l'heure. La définition sort de la loi, restaurateur, traiteur, etc., qui donne à manger à la carte. Ça, c'est important. Ça veut dire que c'est vraiment la certification d'un restaurant moderne, cette mention. Alors, ce que j'ai fait, j'ai recherché une autre source, pas une source financière, taxe patentable, mais le bouquin.
du 19e siècle, donc la liste des adresses, où déjà en 1816, il y avait une information des gens qui se disaient « Je tiens un restaurant, je suis restaurateur, cette adresse ». Et là, c'est une information qui est aussi sûre que la liste est patentable. Il y a des annonces tout au long du 19e siècle. Alors là, c'est le travail, c'est une graphique assez simple, mais je vous assure, c'est un gros travail, parce qu'il y a des doubles comptes, il y a des restaurants estaminets, restaurants hôtels, et dans chaque catégorie, la même maison peut se retrouver. Alors là, c'est vivement la banque donnée Excel, on peut on peut nettoyer, non c'est pas le moment, effacer, oui, enfin, sélectionner. Voilà. Alors là, c'est le résultat. 1919, c'est deux fois rien, c'est encore minimum, mais on voit très bien l'augmentation au cours du 19e siècle. En 1900, il y a Bruxelles, c'est le Windhoek, le vieux centre médiéval de la ville. Donc c'est pas Saint-Josse, ni Schaerbeek, etc. Donc, il y avait en 1900 plus de 300 restaurants dans la définition que je viens de donner. Donc c'est quand même une augmentation importante. Et ce qui m'intéresse, c'est ces années-là. Je peux parler des autres, mais j'ai pas le temps. Si, j'ai encore. Mais bon, on verra après. Mais c'est surtout ça qui m'intéresse, vu mon questionnement prime mover et cluster. Qui, quoi, comment. Alors, est-ce que quand à Bruxelles on parle d'un restaurant, est-ce vraiment le même concept que le concept utilisé à Paris? Ça, c'est la première question à se poser. Si c'est le cas, alors je peux vous assurer que Bruxelles est très près de ce qui se passe à Paris, mais à un niveau tout à fait différent. Mais les restaurants, comme je les ai trouvés dans les almanachs et d'autres sources encore, au cours du premier quart du XIXe siècle à Paris, c'est les mêmes types d'établissements comme à Paris. J'ai expliqué pourquoi. Donc là, c'est des définitions, etc., qu'on peut retrouver aussi en France. Le mot estaminet, on peut le retrouver à Paris aussi. Alors, j'ai essayé de retrouver vraiment le premier restaurant défini comme à Paris, à Bruxelles, et j'ai trouvé des différents renseignements dans différents types de sources, des journaux qui étaient publiés à Bruxelles, des journaux locaux, des publicités, ou bien sur des fiches imprimées ou pas. Hein. Donc il y a des moyens à trouver. Et un des premières traces d'un restaurant défini comme à Paris est un restaurant qui fait partie du plus bel hôtel de la ville de Bruxelles, l'hôtel de Flandre, hôtel de Bellevue. J'ai montré un dessin de l'hôtel Bellevue à Bruxelles, où là, il y a des descriptions des voyageurs qui y sont allés manger en disant ils mangent très bien comme à Paris. Donc les Belges, peut-être plutôt les Bruxellois, étaient en mesure d'imiter la cuisine et le restaurant parisien pour des raisons que je vais expliquer dans quelques minutes. Alors, j'ai noté quelques noms de restaurants. 1803, c'est très tôt, il y a une marque d'interrogation parce que je ne sais pas quel est le nombre exact de restaurants à ce moment-là. Il se peut qu'il en soit deux. L'hôtel de Flandre et l'hôtel de Bellevue qui ont chacun un restaurant. Il se peut qu'il y en a d'autres. Quelques années plus tard, il y en avait 7. C'est toujours un nombre très très restreint. Un des restaurants qui s'appelle Au Gastronome.
c'est intéressant parce que le mot gastronome vient d'être inventé en France. Probablement, je suis pas sûr en disant 89%, c'est un Parisien qui est descendu à Bruxelles pour ouvrir un restaurant. Probablement. Tenu par Vernier, Gamathieu, à l'Espérance Europa. Quelques années plus tard, il y a Café Royal, ça réfère à la place royale, hein, parce qu'en 24 il y avait le roi Guillaume, on était dit, qu'on va l'Aigle d'Or, Veloni, un nom italien, l'Oranger, Bœuf à la mode, le même nom qu'à Paris, tenu par un Bruxellois, un certain Velest. En 41, les trois frères Provençaux, même nom qu'à Paris, et vous allez voir qu'il y a un lien direct entre les deux. Le Roger de Cancale, tenu par Madame Françon, une Belge, mais c'est le même nom qu'en France, d'un Truffet, etc., etc. J'ai fait avec un collègue l'étude des noms des restaurants qui ont été ouverts à Bruxelles. Là, c'est un exercice philologique historique, mais ça en dit beaucoup sur les noms et sur la qualité et sur les images des restaurants. Alors là, ça c'est le grand hôtel de Bellevue. Vous voyez la place royale actuelle à Bruxelles, l'église actuelle. C'est vraiment un lieu huppé, très très chic, très très cher. Là, c'est le haut de la ville de Bruxelles, c'est l'élite qui vivait là avant de sortir. Entre 1819 et 81, on va de 27 restaurants, comme je viens de le définir, jusqu'à 94, c'est une augmentation par 5,8% par an. Donc si on aurait ça en Belgique actuellement pour le BNP, produit national brut, ce serait pas mal. Hein. Donc ça veut dire que c'est un événement, c'est marginal, d'accord, mais c'est un truc qui s'installe au centre-ville, comme vous allez voir. D'ailleurs, c'est un phénomène qui n'est pas uniquement bruxellois. Dans les autres villes en Belgique, on est témoin du même phénomène. Peut-être à un autre niveau. Hein. Mais, bon. Alors, ça démontre qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Alors, pour étudier les clusters, donc les endroits géographiques où ces maisons, ces restaurants s'ouvrent, c'est très clair qu'il y a deux axes centraux en Bruxelles. Premièrement, c'est la place royale, place du musée. Ça vous dit quelque chose? Là, il n'y a plus de restaurants aujourd'hui. Hein. C'est la bibliothèque royale dans l'eau, là. Donc il n'y a plus de place du musée. Le palais de Charles-Lorrain. Rue de la Madeleine, il n'y a plus de restaurants. Mais c'est le haut de la ville. Et en second lieu, un autre axe, la Grande Place, allant jusqu'à la Monnaie. Le théâtre de la Monnaie qui était établi, je pense, 1817 ou bien 27, je ne suis pas sûr. Mais là, c'est un axe, et on trouve des restaurants allant de l'îlot sacré, comme on l'appelle aujourd'hui, un lieu où surtout les touristes y vont pour manger. Mais là, c'était un lieu très ancien, médiéval, d'alimentation. Il y avait des marchés, il y avait des bouchers, des boulangers, des gens qui vendaient des liqueurs, etc. Et des traiteurs, et aussi des restaurants, des restaurateurs. Rue des Bouchers, actuellement encore, petite rue des Bouchers, etc., où il y a Fourche, Véran, etc., etc. Et en effet, il y avait encore 2 ou 3 restaurants qui sortaient hors des axes. Alors, pour vous dire, voilà. Enfin, là, vous voyez le parc de Bruxelles, le palais royal, et tout là, la place royale, avec le premier axe, et là, c'est la grande place de Bruxelles, avec surtout la rue, j'oublie le nom, la rue de la Grande Place allant à la place de la Monnaie.
c'est bon, enfin, soit. Enfin, tout ça, c'est un lieu où aujourd'hui, il y a encore des restaurants. Et ça, c'est les premiers axes centraux de la ville de Bruxelles, où il y a donc deux clusters qui étaient différents. Il y avait peut-être le cluster du haut de la ville, qui était plus luxueux, mais en finale, le restaurant était un concept très huppé, très spécial, très élitaire. Pour prouver le point que je viens de dire que les restaurants à Bruxelles étaient en mesure d'imiter très très bien le monde parisien, pas uniquement question de qualité, mais de décor et de savoir-faire, j'ai essayé de trouver qui étaient ces gens, qui étaient propriétaires ou qui cuisinaient à Bruxelles. Il y avait des Belges, très bien divisés entre la Flandre, la Wallonie et Bruxelles. Il y avait des Allemands, mais il y avait surtout des Français. Ça n'arrête pas en 1915 avec la bataille de Waterloo, non. Au contraire, il y avait beaucoup de Français de toutes sortes qui s'enfuyaient de la France, de Paris, pour venir dans un pays neutre, où on parlait français, où la vie était bon marché. Neuchâtel, Genève, déjà là, dans le temps-là, on parlait français, mais la vie était beaucoup plus chère qu'ici à Bruxelles, en Belgique. Donc il y avait des Français qui avaient toutes de bonnes raisons pour fuir la France et pour s'installer en Belgique. 1815, 1830, 48, 52, 71, et c'est toutes des vagues de Français qui s'enfuient de la France et qui s'installent permanent ou pour un certain bout de temps en Belgique et surtout à Bruxelles. Alors, j'ai nommé quelques exemples, mais il y a beaucoup de Parisiens qui viennent travailler en tant que cuisinière c'est moi, ou en tant que garçon spécialisé ou maître d'hôtel, un boulanger qui était le propriétaire des Trois Frères Provençaux et qui, dans une annonce de 43, il dit qu'il est ex-associé des Trois Frères Provençaux à Paris. Donc là, c'est une sorte de certificat qui se donne lui-même pour dire voilà, je suis sérieux, je suis associé à une maison très très connue dans le temps. Il y a Couillac, café de l'univers, déjeuner, chaud et froid, glacier, ça c'est pas mal non plus, punch à la romaine, sorbet, beefsteak, vin chaud. C'est pour faire une niche, c'est une publicité qui sont tellement révélatrices de lire comment des restaurateurs se présentaient à un public qui est en train à se développer, comme je vais le prouver dans 2 secondes. Propriétaire de l'estaminet au vin, à vin, au vin, au vin, ça marche au vin, à l'honneur de prévenir qu'on trouvera chez lui à manger, donc uniquement, c'est pas uniquement de vin qu'on peut consommer, ainsi que de la bière au repas et salon pour sociétés particulières. Donc voilà, il fait sa propre niche pour attirer des consommateurs. Ces 3 exemples, il y en a des dizaines de Français qui ouvrent des maisons en tant que propriétaires à Bruxelles, à Gand, à Liège, à Mons, etc. Ça, c'est pas uniquement parce que je pense que Bruxelles fait un peu une sorte de tourne-chef, bon, il y avait une patronat, c'est ça, oui. Donc des gens qui viennent de la France, pas uniquement de Paris, mais surtout de Paris, qui viennent à Bruxelles, qui ensuite vont à Ostende, la Côte, ou à Spa, des trucs luxueux, ou dans les villes à Anvers, Gand, Mons, Liège, etc. Et qui par après retournent en France, où ils voyagent constamment ces gens-là. Bon, ça c'est le petit monde qui devient de plus en plus important à Bruxelles, de gens, de cuisiniers,
qui apprennent le métier à Paris. Il y a beaucoup de Belges, des centaines de Belges qui vont apprendre, tout comme c'est le cas aujourd'hui, le métier en France, surtout à Paris, et qui reviennent ici avec un savoir-faire qui s'installe dans les restaurants comme cuisinier ou comme propriétaire. Voilà. Ça c'est la première condition pour voir s'il y a le phénomène parisien qui s'installe à Bruxelles et en Belgique. Deuxième condition, c'est nous, les mangeurs, les consommateurs. Paris c'est spécial. Il y a un monde énorme qui s'installe, qui va dans le Parlement, qui sont hommes d'affaires, hommes de culture, etc. Est-ce que c'est pareil pour Bruxelles? La réponse est oui, évidemment à un niveau beaucoup plus moindre, beaucoup. Mais Bruxelles, en 1830, en 1815, avec le Royaume-Uni des Pays-Bas, Bruxelles devient une ville, une capitale avec La Haye. Et chacun, mais c'est déjà une capitale. En 1830, c'est une capitale à part entière. Ça veut dire qu'il y a des diplomates, qu'il y a des gens d'affaires, des gens de la culture, des poètes, des peintres qui viennent et qui s'installent à Bruxelles. Donc Bruxelles devient la capitale politique du pays, mais en même temps la capitale financière, la Société Générale par exemple, la capitale culturelle, la capitale des ministères, etc., etc. Et ça attire beaucoup de gens. Et là, vous voyez le nombre de Bruxellois en 1800 qui augmente sur 50 ans, avec, qui double à peu près, c'est évidemment, c'est en premier lieu tout type de migrants, c'est des gens pauvres, des Flandres, de la Wallonie, surtout des Flandres qui s'installent à Bruxelles, mais c'est aussi des gens, c'est une bourgeoisie aisée, qui ont un pied à terre à Bruxelles, parce qu'il y a la saison de théâtre, il y a les réseaux, et qui ont des terres ailleurs. Ce sont des gens qui ont des moyens. Et j'ai étudié des livres de comptes de quelques familles, c'est un gros travail, de quelques familles aisées, pour voir dans quelle mesure ces gens vont manger en dehors dans le restaurant. Deux exemples, une famille n'allait jamais manger en dehors, mais invitait chez eux et utilisait donc le traiteur, ou un cuisinier qui était invité, qui était payé pour venir cuisiner. L'autre famille, par contre, allait manger quasiment, donc je dirais pas tous les jours, en dehors dans le restaurant, mais 4 fois par semaine était très courant. Et bon, c'était surtout le père de famille, avec des fils, pas tellement avec son épouse. Donc il y a des et ça coûtait cher. Pour vous démontrer, c'est une anecdote qui n'est peut-être pas vraie, mais s'il serait vrai, ce serait pas mal. C'est une anecdote de quelques amis, c'est Paris, c'est pas Bruxelles, 1850, 1855, qui sont dans un restaurant, qui sont richissimes, et l'un d'entre eux dit, voilà ce qu'on pourrait manger pour 500 francs, une seule personne ici au restaurant. Alors pour vous dire 500 francs, c'est à peu près le salaire d'un ouvrier bien payé, un mineur, par an. Pour vous dire un peu les... Alors, le type dit, d'accord, j'accepte Paris, il réussit. Parce que ce qu'il mange, ce qu'il boit, premièrement, c'est des quantités énormes, mais de tout ce qui est cher. Et donc, il arrive à manger le salaire d'un ouvrier mineur d'une année pour une soirée. Pour donner un autre exemple de ce que je parle ici, on pouvait louer un ananas frais qu'on mettait comme élément décoratif sur la table, mais on ne le coupait pas, hein, et ça coûtait 5 francs or.
c'est pour vous dire, donc on parle vraiment d'un monde où aller manger ou manger tout court était un moyen pour démontrer la position sociale qu'on avait, ou pour essayer d'appartenir à une certaine couche sociale en disant bon, j'ai pas d'argent, mais c'est important d'aller manger ou voir cette personne-là et d'essayer de faire un réseau. Bon, alors, la classe sociale très diverse, inégalité importante, c'est toujours le cas aujourd'hui. Bruxelles est une ville des plus riches de l'Europe, et en même temps, c'est une ville où les inégalités sociales sont immenses. Il y a la présence d'une bourgeoisie prospère, où il y a des administrateurs, etc. Il y a aussi l'attrait international. Donc il y a Bruxelles, c'est une petite ville, c'est une villette, sympathique peut-être, on peut en rire, mais ça a un aspect international et même libertaire. Surtout quand on vit en France, il y a des dictateurs, il y a Napoléon III, il y a des révolutions, etc. Il y avait beaucoup de journaux et de livres qui étaient imprimés en Belgique, qui étaient vendus en France. Il y a une certaine liberté chez nous, et Bruxelles était une ville libérale dans les deux sens, le sens politique également, mais le sens idéologique aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont fui leur pays pour s'installer à Bruxelles, comme par exemple Karl Marx et il y en a d'autres. Donc cet attrait international, j'utilise ici la thèse de Valérie Jourdain sur l'hôtel de Bellevue, qui a étudié le nombre d'étrangers de hôtes qui ont passé des nuits dans cet hôtel-là, et on voit, bon, en tout c'est 1614, c'est pas énorme évidemment, hein, mais ça veut dire quand même quelque chose. Il y avait surtout des Anglais. L'Angleterre à ce moment-là, c'est le pays le plus important au monde, hein. C'est là où la révolution industrielle s'est passée, c'est là où l'argent s'entasse, où les banquiers sont là. Là, c'est des gens qui vivent à l'hôtel pour 2 ou 3 jours, peut-être plus long, mais ce sont des hommes, des investisseurs, des banquiers, des hommes d'importance. Donc là, c'est pour prouver qu'il y a quand même des choses qui sont en train de se faire. Donc, il y a les gens qui font, les producteurs, les cuisiniers, il y a les consommateurs, les gens qui vont manger, toute catégorie, mais c'est pas uniquement un aspect national, un aspect belge, c'est un aspect international, et là je pense que c'est très important, parce que c'est un groupe de connaisseurs, pour ainsi dire. Et troisièmement, il faut des critiques, il faut des gens qui écrivent, qui pensent, qui réfléchissent, qui sont des critiques culinaires, qui écrivent ou bien des morceaux assez longs dans des journaux, ou très très courts, ou très restreints, ça n'importe, mais il y a des gens qui font ça. Et c'est extrêmement important, pas uniquement pour moi, comme historien, que j'aime surtout ces sources qui en disent beaucoup, mais pour les contemporains, qui doivent savoir où aller manger. Si vous allez dans un pays ou une ville que vous ne connaissez pas, que fait-on? On essaie d'avoir des infos, ou bien sur Internet, ou bien on achète un petit livre, un guide touristique, où de plus en plus on est informé pas uniquement sur les monuments, etc., mais sur la nourriture. C'est un phénomène, c'est pas récent, hein, ça existe depuis longtemps, mais ça commence à se développer énormément. Alors, il y a toutes sortes d'observateurs. Je nomme ici deux romanciers, il y a Alexandre Dumas et Charlotte Brontë, qui ont écrit sur ce qu'on mange à Bruxelles. Et on peut trouver beaucoup d'autres exemples de voyageurs qui écrivent. Il y a un certain Mornan, un Français, qui publie à Bruxelles un livre en 1852 pour informer les Français qui s'enfuient de la France, ou que faire à Bruxelles, ou en Belgique, où aller manger. Et là, c'est un trésor pour un historien pour voir ce qu'il dit.
Il y a des dessinateurs, il y a des observateurs dans les journaux, etc. Alors, ce que je ferai là, c'est donner quelques exemples de la richesse des informations qu'on peut obtenir à part de ces écrivains, ces observateurs. Là, c'est 1903. Donc on vit, la Belgique, qui n'existait pas, fait partie du Empire français. Pas encore Empire. Aussi. Non, je pense pas. Soit. Qui fait partie de la France. C'est un phénomène assez classique de quelqu'un qui raconte une histoire en disant voilà, madame, je vous invite pour faire un tour à Bruxelles. Nous allons maintenant, madame, si vous le trouvez bon, parcourir l'alentour du parc. Donc, le haut de la ville, la partie chic. Après quoi, vous me permettez de vous donner à dîner. Donc c'est pas le lunch, hein, c'est au cours de la soirée, l'après-midi, à l'hôtel des Flandres, qu'on a rencontré tout à l'heure, où l'on dit, et là, quand j'ai lu ça, j'ai adoré, où l'on dit aussi bien que chez les Véry, les Robert, les Bouvilliers à Paris. Ça, c'est la certification que l'hôtel des Flandres donne à manger comme à Paris. Robin Louis, c'est un Français, il ne vient pas de Louis, hein, c'est un Français. Donc c'est quelqu'un du dehors de la Belgique, si on peut dire, qui donne la certification que la nourriture à Bruxelles, c'est l'imitation parfaite de celle à Paris. Sans être écorché comme chez ces élégants traiteurs, ils nomment traiteurs et pas restaurateurs, et quand nous serons restaurés, nous irons promener dans l'enceinte parc. Donc là, c'est un seul exemple d'un critique de restaurant qui en dit beaucoup plus que de dire on mange bien, on mange mauvais. 1927, Colin de Plancy, là c'est un Belge. Restaurant, il utilise le mot restaurant. Il en avait très peu à Bruxelles. Ah. Donc ça veut dire que maintenant il y en a plus. Hein. Les cabarets en tenaient lieu. Le mot cabaret avait à Bruxelles, en effet, il y avait une connotation. C'était des cabarets parfois louches, mais on pouvait très bien y manger. Donc ce que Colin de Plancy fait là, c'est pas dire la vérité tout entière, parce qu'il y avait des restaurants, comme on vient de le voir, en 1803. Mais enfin, plus un restaurateur s'efforce d'imiter, encore le mot imiter, les établissements de ce genre si bien servis à Paris. Donc en 27, la période hollandaise, c'est encore une fois la certification qu'à Bruxelles, on cuisine comme à Paris. Et puis bon, voilà, c'est surtout une question de beaux cafés, donc des endroits très très luxueux, pas un café comme on le voit aujourd'hui, très luxueux. À Bruxelles, les plus remarquables sont le café des 1000 colonnes, café suisse, le Domino. Ils sont toutes les trois sur la place de la Monnaie, où il y avait le théâtre de la Monnaie, et qui servait donc un public qui allait au théâtre, qui était élitaire, mais assez mélangé. Mais ces trois cafés, ça c'est clair, vu les prix, c'était surtout orienté vers une élite. Mais on pouvait y manger aussi, c'est pas uniquement des lieux où on pouvait boire. Alors, Café Royal, ça c'est un Hollandais, 1828, qui explique Bruxelles à ses compatriotes du Nord. Le Café Royal essaie vraiment de devenir le plus important à Bruxelles. Ce café est en même temps une importante un restaurant. Alors là, c'est un Hollandais qui écrit, celui qui a beaucoup d'argent à dépenser, il peut y aller, c'est aucun problème. On dit qu'on y mange bien et on y boit bien, disent les connaisseurs. Donc là, il fait une distinction entre les gens qui veulent vraiment dépenser de l'argent pour bien manger et les autres.
Là, il dit, on y mange et on boit très cher. Ça va encore? Oui. Alors, le café de là, c'est monsieur Mornan, le français, donc 1953. Le Café de Foix est un restaurant plus moderne et parfaitement estimable. Là, ça doit être un lieu très bien. Les Pauvilliers de Bruxelles est le restaurant du Bost. Encore une fois, la certification de qualité, rue des Fossés au Loup, et encore la teinte truffée, rue d'Arambert, le double pot, etc., etc. Donc, et là, bon, j'ai repris uniquement 3 phrases d'un passage assez long, où Mornan explique les différentes catégories où on peut manger à Bruxelles pour les Français. Donc lui, il ne dit pas c'est cher, parce que c'est en tout cas moins cher manger à Bruxelles qu'à Paris pour une qualité la même. Alors là, c'est beaucoup plus tard, ça ne donne pas tellement de... C'est justement pour illustrer qu'il y a beaucoup, pas des centaines, des centaines, hein, beaucoup de dessins qui ont été faits, ou des dessinateurs qui ont fait des dessins ou des peintures pour saisir ce nouveau phénomène culturel qui était le restaurant. Donc là, c'est un aspect très très luxueux. C'est un seul exemple. Café de Foix, rue de la Fourche, numéro 5, dîner au choix, 1 franc 50, déjeuner 1 franc 25, jusqu'à 1 heure, 1923. Ça c'est, bon, c'est tout près rue de la Fourche, c'est entre la Monnaie et la place de la Bourse, donc place Saint-Nicolas. Là, c'est orienté vers un public de théâtre. Avis aux amateurs d'huîtres, donc ça c'est un restaurant qui fait la niche. On trouvera au restaurant L'Aigle d'Or, rue de la Fourche 41, des huîtres fraîches, première qualité arrivant au stand. Le stand avait à ce moment-là une réputation d'avoir de très très bonnes huîtres. C'est pareil pour Paris. Tous les jours, à 450 les 100 et 65 centimes la douzaine. Café 6, place de la Monnaie, propriétaire frère de Thomis et Poulon. Thomis était un Belge, enfin il était un peu Bruxelles. Poulon était un immigré venu de la France. Alors, la maison du Bost était nommée. J'ai retrouvé une carte d'un menu qui a été fait en 1840. Oui, 1940. Et là, on voit, il n'y a aucune originalité ici. Ça, c'est l'imitation parfaite d'un menu dit classique français, plutôt parisien. On peut trouver ce type de menu dans n'importe quelle grande ville au monde. Je parle de Londres, New York, etc. Tokyo, non, pas encore cette année-là. Mais donc, il n'y a aucun signe de belgitude. Petite parenthèse, j'avais hésité quand Mme Saquet m'avait invité pour parler de l'histoire des restaurants ou pour parler de l'identité nationale belge. Intéressant. Et pour vous dire la conclusion, si la Belgique tient encore, il s'en faut de peu, c'est la frite. C'est la culture de ce qu'on appelle en Flandre un frite-côte, la friture, qui n'est pas un mot franco-français, c'est une friterie, mais c'est un... Bon, je n'en parlerai pas, mais c'est un truc aussi intéressant. Mais là, il n'y a aucune référence nationale ou même locale. Tout ça, c'est... Bon, il y a Toulouse, etc. Mais, là, donc ça, c'est l'imitation parfaite d'un menu parisien. Et c'est ça, on peut faire, on peut cuisiner ça. Et c'est fait par des Belges, des Wallons, des Flamands et des Français. C'est parfait, hein? Parfait. Voilà. Alors, les conclusions. La question était le premier restaurant à Bruxelles. Je pense y avoir répondu, mais c'est avec un gros point d'interrogation. Il faut encore faire des recherches. Est-ce qu'il faut vraiment faire des recherches?
Est-ce que ça vaut la peine parce que ça prend du temps? Je pense que si. C'est important de savoir qui était le premier pour voir s'il y a des clusters. En tout cas, à Bruxelles et donc en Belgique, on suit de très près ce qui se passe à Paris, mais à un niveau beaucoup moindre. Je pense qu'avec Londres, la capitale financière, où il y avait beaucoup de chefs qui sont allés travailler là, Escoffier à la fin du 19e, il va travailler là. Il y avait 3 villes, c'est Paris évidemment, l'invention des restaurants, Londres et Bruxelles. Et c'est, disons, la 1800-1810. Pas question de trouver un restaurant à Madrid, à Amsterdam, à Copenhague, ou dans une autre ville, capitale de l'Europe. C'est un phénomène pour 30 ans plus tard. Le premier restaurant à Madrid s'ouvre en 1850, etc., par un Parisien. Donc on suit à Bruxelles, en Belgique, de très près ce qui se passe à Paris. Le point move, c'est l'hôtel des Flandres ou l'hôtel Bellevue, c'est pas sûr. Mais c'est lié à un hôtel. En second lieu, il y a 2 axes. Le premier axe, le haut de la ville, a disparu. Le second axe existe toujours et existait bien avant l'arrivée des restaurants. C'est un lieu culinaire depuis très longtemps. Il y avait un marché, non, c'est pas une boucherie, une Slachthuis. Abattoir. Dans les rues à Bruxelles, avant qu'au XIXe siècle, l'abattoir était renfermé. Il y a des inconvénients. La police de Bruxelles faisait des contraventions. Donc, c'est un lieu culinaire et les restaurants s'installent, ils y sont toujours. Troisièmement, la théorie économique est prouvée, pour ainsi dire, parce que les 2 lieux, l'hôtel de Flandre, Bellevue, haut de la ville, place de la musée, etc., il y avait d'autres restaurants, et surtout le bas de la ville, rue de la Fourche, plutôt les Bouchers, etc., il n'y a pas un seul restaurant, il y a des dizaines de restaurants qui s'installent au cours du première moitié du XIXe siècle. Donc, ça c'est... alors, pour que tout cela fonctionne, il y a 3 conditions. C'est premièrement, et ça c'est évident, les gens qui cuisinent, qui servent à table, qui sont propriétaires, ils sont là à Bruxelles. Deuxièmement, il y a les mangeurs variés, surtout les mangeurs, les consommateurs qui ont de l'argent et qui veulent dépendre de l'argent pour toutes sortes de raisons. Et en troisième lieu, il y a les médiateurs multiples, les gens qui écrivent, qui font des restaurants et qui sont très importants pour faire la réputation. Et finalement, et ce sera la dernière image que j'utilise, il y a la préparation à faire à manger qui imite extrêmement bien la façon de faire à Paris. Donc on mange à Paris aussi bien que, excusez-moi, on mange à Bruxelles aussi bien qu'à Paris, mais à beaucoup moins cher. Voilà, je vais m'arrêter ici. Donc, je pense avoir répondu à la question. Et je pense, j'espère surtout vous avoir convaincu du fait que toute l'histoire d'un phénomène culturel banal comme le restaurant vaut vraiment la peine d'être étudié. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Scholliers, de nous avoir si joliment ouvert l'appétit. Oui. Et je suis sûre qu'il se prêtera au jeu des questions et réponses. J'en ai une, mais qui n'a pas directement été associée dans les équations que vraiment je voyais dans les documents que vous montriez. On parlait encore de déjeuner à midi, de dîner le soir.
Comment est-ce que ça a évolué, ça, en Belgique? Ah oui. Ça dépend de la classe sociale dont on parle. Donc pour la classe ouvrière, c'est assez simple. Il y a 4 moments de repas quand on se lève, ça dépend de la saison. Et c'est tout simple. Le second moment de repas, je ne dis pas déjeuner, etc., parce que ça ne marche pas, c'était vers 11h. Le troisième moment de repas, c'était vers 3h, 3h30, et finalement, avant de se coucher. Ça, c'est la classe ouvrière, donc je parle là de 80% de la population. C'est un peu trop. Allez, disons 65% de la population. Pour la classe au-dessus, donc la classe moyenne, il y a 4 moments de repas, mais le premier moment de repas est en train de disparaître. Et ça, c'est l'imitation de la classe l'élite, si on veut, où il y a 3 moments de repas, mais à un moment de la journée tout à fait différente que la classe moyenne. On se lève assez tard, parce qu'il y avait la soirée avant, avec les théâtres, etc. Donc on déjeune vers 11h. En général, il y a évidemment des exceptions. Quand on déjeune à 11h, c'était pas un petit déjeuner, c'était un déjeuner, donc on mangeait déjà chaud. Ce qu'on faisait, c'est prendre, surtout au XIXe siècle, une boisson chaude qui était très chic, hein, donc du thé, ou du café, ou du cacao, du chocolat chaud. Mais le déjeuner, c'était un truc chaud, et puis on avait le dîner et encore le souper. On passait assez de longs moments à table, souvent. Mais vers 1870, tout ça commence à se simplifier et un modèle unique, pour ainsi dire, s'installe. C'est le modèle qu'on connaît en général encore aujourd'hui. Le petit déjeuner le matin, à midi, le déjeuner et le dîner en soirée. Le souper. Parce que la terminologie est différente en Belgique, mais qu'est-ce qui fait que ça a basculé, que le dîner chez nous est à midi? Oui. En France, c'est le soir. C'était avant comme ça, oui, oui. Le souper, bon, on appelle ça toujours, mais c'est le souper. Si on appelle aujourd'hui le souper, c'est pas le souper d'avant. Donc c'est, oui. On ne fait plus le souper, en fait. Hein. C'était souvent très très tard. C'est ça, oui. Oui, le souper, c'était après le spectacle. C'était assez tard, hein. D'autres questions? Je voulais signaler, bon, ces restaurants étaient près de la monnaie et ils étaient aussi près de la bourse. À une époque où la Belgique, c'était une des premières nations industrielles. Oui, mais la bourse n'était pas encore là. Non, elle était, si bon, je pense qu'elle a été bâtie en 1860 avec le développement de la Seine. Mais vous avez raison, il y avait évidemment le petit monde financier qui était là en plein centre-ville. Oui. Et c'est sans doute les Britanniques aussi. Absolument, oui. C'est comme ça que Coquerel est venu à... Et voilà, oui. Et ce n'est pas le seul, hein, parce que tout le monde, parce que bon, j'ai utilisé là, le nombre d'étrangers dans l'hôtel Flandre, mais on a les statistiques des gens qui ont vécu, donc qui n'étaient pas des voyageurs qui ont vécu à Bruxelles, en Belgique. On voit le grand nombre de Français, d'Anglais, d'Allemands et de Polonais qui vivent constamment à Bruxelles. Hein. Ce ne sont pas tous des gens riches, évidemment. Mais il y a quand même un bon nombre de gens qui investissent en Bruxelles qui sont riches. Hein. Oui, qui investissent aussi dans ce bassin. C'est le rôle de la Société Générale. Voilà, c'est ça. Oui, parce que ça, évidemment, il ne faut pas obliger, pas mentionner ça, mais ça me paraît évident, mais vous avez raison de le souligner, c'est qu'en fait, ici, c'est la deuxième nation. Puissance industrielle du monde. Et en 1913, on était, par tête et par an, le deuxième pays le plus riche au monde. Donc ça veut dire quelque chose quand même.
Mais des gens comme Maroquet, par exemple, qui était le gens le plus riche de l'Europe, probablement, dans son temps. Maintenant, c'est un Dans les menus que vous nous avez montrés, les desserts n'occupent pas une place très importante. À partir de quand, finalement, est-ce que les pâtissiers ont pu être en avant dans la restauration? Bonne question. Non, c'est vrai, c'est noté, donc c'est bien noté. D'ailleurs, le vin n'était pas noté non plus. Hein. Il y a très peu d'informations sur l'histoire des desserts. Très peu. J'ai fait il y a 10 ans un petit livre avec des collègues en néerlandais sur l'histoire des desserts et il n'y avait rien. Même pas aux États-Unis, et là ils font un bouquin surtout actuellement, qui a trait au manger. Mais allez, bon, je ne vais pas tourner autour du pot. Il y a une étudiante chez nous à la VUB qui a étudié les menus du Palais Royal. Et pour Léopold I, Léopold II, c'est très très riche. Et pour voir quelle était la différence entre différents types de menus qu'on a offerts à des hôtes, elle a eu, je pense, 4 critères. Et l'un des critères était le nombre de desserts qui étaient notés et surtout le nombre des glaces. Et elle a vu que s'il y avait par exemple un ambassadeur de la France, qui venait assez souvent dîner, il n'y avait qu'un seul dessert. Si par exemple il y avait l'empereur de la Chine, c'était vraiment luxueux et il y avait 4 ou 5 desserts. Et ça date des années la fin des années 1840. Mais ça, c'est pas nouveau parce que tous ces desserts, ça existait déjà. Au fait, j'ai pas de réponse à vous donner comme ça. Monsieur, merci d'abord pour votre exposé. Est-ce qu'on n'appelait pas ça des entremets? Parce que dans les traditions des familles, on prenait un entremets comme dessert, mais bien après les repas. Bien après les repas. Oui, là, il y a une discussion pour les collègues en France, c'est quoi l'entremet? C'est souvent un sorbet, par exemple. Et Escoffier a écrit là-dessus en disant, voilà, ça fait digérer, on prend le temps, on fait on fait reposer l'estomac avec les sorbets. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il était absolument contre la cigarette, qui était utilisée aussi comme entremets. Oui, donc il était tout à fait contre. Donc le moment de reposer l'estomac. Là, c'est le sorbet. Il y a parfois aussi des sucreries, mais très très peu. Bon, les menus classiques, ça change aussi au cours du 19e, hein, parce qu'il y a Carême qui a fait un truc énorme, mais entre Carême et Escoffier, il y a 2 ou 3 cuisiniers français qui ont écrit des livres de cuisine, qui ont vraiment récodifié le menu classique. Hein. Vous posez de bonnes questions. C'est pas facile à répondre. Ce sont les restaurants qui nous ont appris à se tenir à table. Et alors les salons de lumière, est-ce qu'il y avait des restaurants, des salons de lumière, donc qu'est-ce que je veux dire? Philosophique. Oui, ah oui, d'accord. Oui. Bon, la première question, oui et non. Il y avait des codes que les gens apprenaient assez vite. Il y avait aussi des problèmes.
il y a des dessinateurs qui ont dessiné des situations, je n'ai pas de dessin, mais c'est un beau dessin, qui ont dessiné la situation d'un type dans un restaurant vide. On voit la table pleine d'assiettes et de verres et de bouteilles qui est là, à son aise, et on voit la porte qui est ouverte et quelques personnes qui regardent pour voir ce qui se passe. Et il y a un garçon qui apporte la note. Et le type, assurément, ne peut pas payer. Donc, on peut interpréter ce dessin sur différentes manières. Qu'est-ce qui se passe? Les gens qui regardent du dehors, dans le restaurant, est-ce que c'était des autres, des copains au monsieur qui est toujours là? Je ne sais pas. Mais en tout cas, le dessin apprend qu'on ne peut pas faire ce que ce monsieur fait, de se dire je n'ai pas d'argent. Ce sont des histoires si on n'a pas d'argent, on va manger, on paie après, on fait quoi? On fait la vaisselle. Donc ce sont des trucs qu'on a en tête. Donc évidemment, il y a des règles. Et on apprend assez vite. Quand on veut appartenir à un réseau, on fait comme le réseau. Si vous buvez du vin, et à tout le phénomène de goûter, de prendre le vin, si on ne connaît pas la règle, on est perdu. Et la chose que beaucoup de gens apprécient, c'est quand le sommelier ou le garçon dit « Ah, monsieur a bon goût ». Surtout quand on est dans un groupe. Hein. Donc oui, c'est vrai que le restaurant au XIXe siècle, et surtout au XXe siècle, ça fait éduquer d'une certaine manière comment se tenir dans un lieu public. Mais l'éducation de se tenir commence beaucoup plus tôt quand on est enfant. On ne se souvient plus de cela, mais tout le monde connaît encore les règles. Ne mange pas la bouche pleine, ne parle pas la bouche pleine, quoi encore, file l'assiette. Donc ça c'est des choses. En français ça ne marche pas, mais en néerlandais ça marche parfaitement. Le mot opvoeden en voeden. En français ça ne marche pas. Hein. Donc c'est se nourrir et être éduqué. En néerlandais il y a uniquement le op qui diffère. Parce qu'en étant enfant, on commence l'éducation par la nourriture. Ne joue pas avec ce que tu manges, etc. Tiens-toi droit, il y a tant de choses. Mais le restaurant, peut-être oui, joue le... Oui. Non, je pense au restaurant McDonald's, où on peut aller manger avec des enfants, parfois on y va. Je ne pense pas que là ce sera une bonne éducation parce qu'ils sont partout un peu. Alors, la seconde question, le restaurant philosophique. Le salon philosophique, ça c'est sûr, ça a existé, les restaurants littéraires, les salons littéraires, etc. Il y avait à Bruxelles des cafés littéraires et des cafés philosophiques qui étaient connus. Ça, j'ai vu des annonces, les années 1940 et 50, des annonces en disant « Monsieur Untel vient parler à ce café-là », mais je ne sais pas dans quelle mesure il y avait un lien entre la nourriture et la philosophie. Je me suis posé d'ailleurs la question aussi, j'ai un collègue à moi qui étudie la franc-maçonnerie à Bruxelles, qui a un tas d'informations sur les dîners et les repas des francs-maçons. Et je lui ai posé la question, dans quelle mesure les francs-maçons mangent différent que les autres gens. Il n'a pas pu me répondre. Le symbolisme est important, pas uniquement pour les francs-maçons, hein, mais peut-être qu'il y a peut-être des éléments, je ne sais pas. Mais de vous répondre qu'il y avait des restaurants philosophiques, ça, bon, il faudra faire une étude à part. Vous avez parlé des élites. Oui. Oui. Vous vous référez aux savants Élite financière. Oui. Les savants, oui. Les savants. Ça, il y a des photos fin du 19e siècle des vrais savants, Marie Curie, etc., qui sont aux métropoles. C'est connu le Limoges, qui sont métropoles,
Je pense qu'ils ont, je crois, Einstein, il y a 3 prix Nobel, etc. C'est une image très très forte. Hein. Ils sont en métropole, évidemment, ils ont mangé là. Mais ça veut dire que la nourriture et manger ensemble, ça fait un lien entre les gens. J'ai nommé les réseaux, il y a des réseaux des savants, comme il y a des réseaux du monde financier, etc. Hein. Quelqu'un souhaite-t-il encore intervenir? Mais à Paris, il y a ce restaurant, le Procope, qui était quand même un cercle là, de philosophes, et c'est un des plus vieux restaurants de Paris. Ça existait à Paris, sans doute. Je ne dis pas qu'il y en avait énormément, mais celui-là, il est ancien. Mais bon, là encore, Paris n'est pas Bruxelles. Mais bon, je suis persuadé qu'il y avait des lieux, des restaurants, ou des cercles littéraires, des cercles philosophiques qui avaient leur soirée, ils mangeaient ensemble. Pour les années 20, ça j'ai vu des documents qui viennent d'Anvers, des cercles littéraires flamands qui ont bon, c'était un peu la tradition quand il y avait le menu, d'écrire de l'autre côté des petits trucs, de signer, et ça, bon, là on sait qu'il y avait des cercles littéraires comme à Bruxelles, comme ici d'ailleurs aussi. Hein. Ça y est, on trouve souvent des menus pour des occasions spéciales. On a la nourriture, des vins, des desserts, et des gens qui ont signé et qui ont noté parfois des commentaires sur la nourriture. 1925, Madame Joseph Wouters, qui écrit j'étais assise à côté de monsieur. C'était un dîner du cabinet, donc le mot excédait les 5 ou les 6 ministres les plus importants avec leurs épouses, et elle note il y avait des zakouskis en 1925, en disant c'est la première fois que j'ai goûté ça. Donc ça c'est le truc, c'est bien quelle est l'importance. Hein. Et pour moi ça me fait plaisir de trouver des choses comme ça. Si personne ne demande plus la parole, je remercie encore fortement Peter Speliers pour nous avoir plongé dans la gastronomie par le biais des restaurants qui permet en effet d'aborder beaucoup d'aspects. Nous terminons donc le cycle en beauté. Pour ceux qui se sont inscrits à l'atelier culinaire historique, on aura une séance demain au restaurant universitaire. Et sinon, la prochaine conférence, ce sera dans le cycle sur les passions. Et ce sera Thomas Boucher qui était déjà venu nous parler de barricades il y a quelques années, qui viendra parler de Fourier.